Bonjour, bienvenue au tout premier épisode d'Entre deux accents, le balado de la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Je m'appelle Serge Quinté et je suis votre animateur. Depuis 50 ans, la FCFA est la voix nationale et internationale des francophones vivant en situation minoritaire dans 9 provinces et 3 territoires au Canada. Entre deux accents, c'est un balado où vous en apprendrez davantage sur cette francophonie forte de 2,8 millions de personnes, sur la vie en français dans nos communautés, sur les droits linguistiques des francophones, sur les grands enjeux qui les intéressent. La FCFA produira une balado à toutes les 2 semaines, y compris une par mois, sur l'histoire de notre organisme, puisque nous célébrons cette année le 50e anniversaire de notre fondation en 1975. Nous partagerons aussi dans les semaines intercalaires des balados réalisés par d'autres organismes des communautés francophones et acadiennes. Question de vous montrer notre francophonie sous toutes ses coutures. Abonnez-vous à nos canaux sur Spotify ou sur YouTube pour ne rien manquer, ou encore rendez-vous sur notre site au www.fcfa.ca. Maintenant, pour cette première balado, à tout seigneur, tout honneur, nous vous présentons aujourd'hui la présidente de la FCFA, Liane Roy. Nous faisons le point sur les gains des 4 dernières années, sur la campagne électorale qui s'annonce pour bientôt et bien sûr sur les 50 ans de la Fédération. Liane, bonjour. Bonjour Serge. Liane, tu es présidente de la FCFA depuis 2021. Ça a été une période, disons, assez chargée. Parlons un peu de ce qui a occupé notre attention. Absolument. Les 4 dernières années ont été très mouvementées aussi. Il y a eu plusieurs succès. Quand on a des succès, mais ça nous démontre qu'est-ce qui reste à faire aussi. Donc, dans les succès, c'est certain qu'on ne peut pas passer sous silence tout le travail qui a été fait et l'accomplissement autour de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Je pense que ce dossier-là rentre complètement dans le mandat de la FCFA, mais ça a été tout un dossier qui a duré ou même perduré pendant plusieurs années, mais on a fini par voir l'aboutissement de ce grand dossier-là. Et je pense que ce dossier-là démontre justement est un dossier qui montre aux gens l'importance d'avoir des organisations comme la FCFA. Tout au long du processus entourant le travail sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, on l'entendait auprès des parlementaires, auprès des gens de la communauté, comment c'était un dossier qui était prioritaire et que les gens étaient contents et heureux qu'il y avait la FCFA autour pour mener ce dossier-là. Oui, parce qu'absolument, au début des années 2020, les parlementaires, le milieu communautaire, le commissaire aux langues officielles, plusieurs intervenants s'entendaient sur le fait qu'il fallait absolument freiner le déclin du français et agir pour faire ça. D'où l'importance de la modernisation qui a d'ailleurs fait l'unanimité chez les partis politiques. Absolument. Et on a eu des gains. On a eu des gains, justement, d'avoir dans la nouvelle loi indiqué qu'on voulait un retour au poids démographique de 1971. Ça, c'est un gain en soi. Il y a eu plusieurs autres gains, mais celui-là, c'en est un très important parce que ça nous amène aussi à l'autre gros dossier qui nous a occupés pendant les 4 dernières années, celui-là de l'immigration francophone. Au niveau de l'immigration francophone, les gens, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent vont dire, on parle souvent de la cible et des cibles en immigration francophone, mais on a aussi beaucoup travaillé envers la diversité et la promotion du vivre ensemble. Nos nouveaux arrivants et arrivantes sont très importants, pas juste par rapport aux cibles et aux nombres et au poids démographique, mais aussi pour nos communautés, pour la vitalité de nos communautés et la diversité de nos communautés partout au Canada. Donc, je pense que ce dossier-là est intimement lié à la modernisation de la loi des langues officielles, mais c'est un dossier qui a aussi demandé beaucoup d'attention, beaucoup de temps, parce que c'est un dossier qui est complexe. Absolument. Et euh, ce qui a changé dans les 4 dernières années aussi en immigration francophone, c'est que pour la première fois en 2023, la croissance du Canada, la croissance de la population active du Canada s'est mise à passer à 100% par l'immigration.
Et en 2033, la croissance de la population point à la ligne du Canada passera à 100% par l'immigration. Donc, l'avenir des communautés francophones et acadiennes passe aussi par l'immigration. Mais pour faire ça, oui, il faut des cibles, comme tu le dis, mais il faut que les immigrants et les immigrantes qui s'installent dans nos communautés puissent réussir. Ils veulent y rester. Oui. Hein? Ils trouvent un travail, que les enfants puissent aller à l'école. C'est vraiment un travail d'accueil, d'intégration et de vraiment une promotion du vivre ensemble entre nos communautés un peu partout au pays. Quand on parle aussi de l'immigration francophone, dans les 4 dernières années, c'est aussi là qu'on a finalement atteint les cibles qui avaient été mises en place en 2008 et en 2003 et après en 2008. Donc, c'est ça aussi, c'est un gain, bien que ce sont des cibles qui sont encore qui étaient trop basses à ce moment-là. Mais là, on travaille beaucoup pour l'augmentation des cibles et je pense qu'on va arriver à avoir une harmonisation dans ces cibles-là. Parallèlement, parlons aussi un peu des relations avec le Québec. C'est un autre dossier qui nous a beaucoup occupés parce que les communautés francophones en situation minoritaire, naturellement, font partie d'une francophonie canadienne où on compte 10 à 11 millions de personnes. Et on le dit toujours, on est plus fort lorsqu'on travaille ensemble pour affirmer la place du français au Canada. Effectivement, et c'est une des raisons qu'en 2022, le Québec s'est doté d'une nouvelle politique sur la francophonie canadienne. Et la base de cette politique-là a été déterminée ou identifiée lors du sommet sur les francophonies canadiennes qui avait eu lieu virtuellement en juin 2021. Et suite à ça, la ministre Lebel, Sonia Lebel, dans cette politique, a beaucoup mis l'emphase sur le rapprochement des sociétés civiles au Québec et celles de nos communautés francophones et acadiennes partout dans le pays. Et ce rapprochement-là a donné plusieurs actions, plusieurs activités qui découlent de cette politique-là et de son plan d'action. Et on a, entre autres, depuis 3 éditions, Mobilisation Franco. Et justement, en mai de cette année, on va avoir la 4e édition de Mobilisation Franco, qui est un événement spécifique pour la société civile, pour que les gens de nos communautés puissent rencontrer des gens qui font du travail semblable, que ce soit dans tous les différents domaines. Mais c'est un moment dans l'année où les gens peuvent se rencontrer et discuter de projets, de choses, d'activités qu'ils peuvent faire ensemble. Parce qu'on dit toujours, hein, la meilleure façon de construire de la solidarité puis d'apprendre à se connaître, c'est de faire des projets ensemble. C'est de faire quelque chose ensemble parce que le français, d'accord, c'est une langue qu'on parle, mais c'est aussi une langue dans laquelle on fait des affaires, dans laquelle on crée de l'art, dans laquelle on innove également. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments aussi par rapport au Québec, parce qu'on a un bureau, pour les gens qui ne le savent pas, on a un bureau dans la ville de Québec avec du personnel qui facilite les transactions avec les parlementaires québécois et québécoises. Aussi, si on revient au succès des 4 dernières années, il ne faut surtout pas oublier le dernier plan d'action sur les langues officielles. Le dernier plan d'action qui va couvrir jusqu'en 2028, c'est le plan d'action historiquement qui a le plus de financement. On est allé, avec le gouvernement en place, on est allé chercher le plus gros financement qu'on a vu jusqu'à maintenant pour ce plan d'action-là qui est vraiment ce qui permet aux regroupements et aux associations, aux organismes de la francophonie canadienne d'aller chercher des fonds. Reste que les organismes de la francophonie, bon, il y en a quelques 800, 900 partout au pays, au niveau local, des centres culturels, des écoles, des services en immigration francophone, des associations francophones locales, font leur travail avec des moyens extrêmement restreints et ça nous amène justement, parce que le travail n'est pas fini, là, et on se lance justement dans la campagne électorale qui s'annonce pour bientôt. Et ça fait partie des priorités.
Absolument. Mais avant de passer à ce qui reste à faire et les priorités de ce qui s'en vient, il y a deux autres éléments que je voudrais mentionner dans les 4 dernières années qui ont vraiment marqué la francophonie canadienne. Et c'est aussi le projet de loi, la loi C-35 sur le financement. Et c'est la loi relative à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants, où on a pu obtenir le financement à long terme des garderies en français. Donc ça, c'est un autre élément où on a vu que quand on travaille ensemble, on va beaucoup plus loin. Et tous les membres de la FCFA et la FCFA ont vraiment mis l'épaule à la roue sur ce dossier-là. L'autre dossier, c'est le dossier qui a peut-être, en tout cas, si on retourne à 4 ans passés, qui a peut-être commencé pas très positivement, c'est le dossier des nominations. Quand je venais juste de prendre ma présidence, la présidence, il y a eu la nomination de la gouverneure générale qui ne parlait pas français. Et on a eu des discussions avec le premier ministre à ce moment-là, qui nous a assuré qu'il nous entendait et qu'il y aurait éventuellement dans ses prochaines nominations, il s'assurerait de s'occuper d'avoir une représentation de nos communautés. Et on a vu plusieurs nominations des juges à la Cour suprême, juge de l'Alberta, la juge Obasawin du nord de l'Ontario. Après ça, on a également vu, et je finir là-dessus sur ce qui est positif, on a eu 2 sénateurs acadiens en Nouvelle-Écosse, qui est un moment historique. Déjà, c'était difficile d'en avoir un, mais là, on en a 2. Ça fait que je Absolument. pense que ce sont des éléments qu'on doit mentionner parce que c'est le résultat des efforts et du travail acharné de la FCFA, mais aussi de beaucoup d'autres gens qui travaillent avec nos membres et dans notre entourage. Ça, c'est, je dirais, et il y a beaucoup d'autres positifs et d'autres succès dans les 4 dernières années, mais ce qui reste à faire, et ça, il y en a encore beaucoup, si je retourne, il y a les règlements qui sont associés à la loi sur les langues officielles. Ça nous prend des règlements pour la mise en œuvre efficace et effective de la nouvelle loi. Parce qu'en ce moment, les institutions fédérales attendent qu'on leur donne des règles du jeu pour appliquer cette nouvelle loi-là. Et c'est ces règlements-là qui vont vraiment faire la différence. Absolument. Ça nous prend ça pour vraiment la mise en œuvre d'une loi qui a beaucoup de gains, mais ces gains-là passent inaperçus si on n'a pas des règlements qui sont forts et qui vont avec la loi, ainsi que tout le travail du commissaire aux langues officielles, les décrets qui sont associés à ça. Également, et Serge, tu en as fait mention, l'appui aux organismes de la francophonie, bien qu'on a dit que le plan d'action a reçu des montants historiques, nos organismes travaillent encore avec des moyens précaires. Beaucoup d'organismes ont besoin d'un financement de base, ça n'existe pas encore. Et on a fait une étude en 2022, le point de rupture, que l'étude se nommait, sur la santé de nos organismes, et le bilan de santé n'est pas très bon. Donc, je pense que ça, c'est un dossier où on va vraiment être obligé là aussi, ensemble, de travailler pour s'assurer que nos organismes de la francophonie puissent fonctionner avec ce qui est nécessaire pour justement toute la vitalité de nos communautés. Parce que pendant la pandémie et suite à la pandémie, on a vu qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'événements culturels, de ne pas avoir d'activités pour nos jeunes, notre jeunesse. Donc, vraiment, la vitalité de nos communautés dépend beaucoup et, est intrinsèque avec justement l'appui aux organismes de la francophonie. Absolument. Et je dirais que c'est drôle, hein, parce que lorsque la fédération a été créée en 1975, c'était le développement global des communautés francophones en situation minoritaire qui était au cœur de la mission de la fédération, parce qu'à ce moment-là, il existait presque rien pour les francophones en termes de capacité de vivre en français. Mais 50 ans plus tard, hein, bien qu'on a fait des gains, le développement global demeure au cœur de notre mandat. Absolument, absolument. Le développement communautaire, le développement est au cœur de notre mission. Et on voit aussi dans les étapes du développement comment on a quand même évolué, ou on pourrait dire qu'il y a eu toute une évolution.
parce que c'est là aussi qu'on s'aperçoit qu'on est peut-être beaucoup plus dans la représentation politique ou dans le lobbying, comme les gens appellent, parce qu'après un développement communautaire efficace, il s'ensuit normalement dans l'évolution des choses cette prise de conscience et l'importance de ce travail politique-là qui vient avec. Donc, je pense que ça fait toute partie de la prise de conscience, mais le développement est encore au cœur de nos actions et va toujours le demeurer. Euh, c'est important, on veut que ça reste au cœur des actions parce que ce qu'on veut vraiment, à la base, c'est que les langues officielles deviennent un réflexe pour nos dirigeants, nos dirigeantes, nos parlementaires, que c'est pas un pense-bête ou quelque chose qui vient par la suite, mais quand ils font des politiques publiques ou quand ils font des nouvelles lois, ils pensent aux langues officielles et l'impact que ces décisions-là peuvent avoir sur nos communautés. Donc, je pense que c'est important de continuer à travailler parce qu'il faut instaurer ce réflexe-là chez les gens qui travaillent autour de nous. La fédération a été créée à une époque où ce réflexe-là, en fait, où les communautés francophones en situation minoritaire elles-mêmes n'étaient pas sur le radar du gouvernement, mais pas du tout. La fédération a été créée dans un geste de protestation pour dire vous ne pouvez pas parler de dualité linguistique sans appuyer le développement de nos communautés. À cette époque-là, il y avait des grandes personnes, des personnalités historiques, en fait, qui ont participé à la fondation de cet organisme-là. Il y en a certains qui ont disparu maintenant. Je pense à Donatien Godette. Je pense également à Paul Comeau, qui était de la Nouvelle-Écosse. Je pense également à Jeannine Séguin, la grande dame de l'éducation en Ontario. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait de la Fédération à 50 ans si nous voyait aller aujourd'hui? Je pense que ces gens-là seraient contents. Ils seraient fiers que leur création ou leur bébé ou ce qu'ils ont travaillé si fort à mettre en place a donné des petits, a donné des résultats. Quand on regarde les gens, juste par exemple, quand on regarde au niveau de la jeunesse, si on regarde au niveau des gens qui ont passé dans les rangs de tous les mouvements jeunesse francophones partout au pays et acadiens, on voit combien de ces gens-là ont des postes, ont eu des postes et ont des postes qui sont très importants dans nos communautés, que ce soit des postes au niveau de, de, de députés, que ce soit au niveau politique, que ce soit dans le leadership de nos nos institutions, nos universités, nos collèges. C'est très important de voir ça. Ça fait que je pense que si on retournait demander à ces gens-là qu'est-ce qui serait, est-ce qu'ils seraient contents, est-ce qu'ils nous diraient un peu ce qu'on vient de dire. Il y a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de succès, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Je pense que ça, il y aura toujours du travail à faire. Et ces gens-là, je pense, j'espère en tout cas, que ces gens-là seraient fiers du travail accompli. Parce que vivre en français en milieu minoritaire, c'est peut-être moins difficile que ça l'a été en 1975. On a des écoles, on a des services en français, on a des centres culturels, des activités culturelles, des festivals, mais il reste que se lever le matin de dire aujourd'hui, je vais continuer à vivre en français, ça demeure un geste politique. Oui, et je pense que c'est ça la différence. C'est qu'au début, les gens étaient concentrés, mettaient les efforts à avoir des écoles, à avoir des garderies, à avoir des services concrets. La gestion scolaire, ça a pris des années. On l'a eu, mais on voit qu'il faut régulièrement retourner devant les tribunaux pour un droit qui est acquis. Donc, ça aussi, c'est important de réaliser que il y a beaucoup de travail à faire. On a fait des bons pas, mais il faut continuer parce que dès qu'on a on a accompli quelque chose, on voit que ça ouvre la porte à d'autres dossiers, à d'autres revendications. Donc, c'est important. C'est là que l'engagement collectif et l'engagement individuel, et là on s'adresse naturellement aux gens qui nous écoutent, des francophones de tous les horizons, partout au Canada, qui vivent en français au quotidien. C'est vraiment de là que vient la force. Absolument, absolument, parce qu'un réseau national, c'est bâti sur les gens.
c'est bâti, oui, sur des associations, mais qui est la base de ces associations-là? Ce sont des gens qui veulent faire avancer les dossiers, des gens qui donnent de leur temps et qui travaillent d'arrache-pied pour arriver à leurs résultats. Donc, c'est ce qui est beau. Et je suis certain que les fondateurs, fondatrices seraient très heureux qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi dans leur pas. Liane Roy, merci beaucoup. Merci Serge. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Entre deux accents, le balado de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Retrouvez-nous sur Spotify et YouTube et n'oubliez pas de vous abonner à nos canaux. Ici Serge Quinté, au revoir et à la prochaine.